Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Apolline Malherbe. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France, vous êtes député de l'Essonne. On va parler ensemble de la question de ce que vous proposez être un programme commun à l'ensemble des droites, en gros de Laurent Wauquiez à Marine Le Pen. Sur quelle base, sur quel programme et à mes côtés, comme chaque dimanche, vous parlerez tout à l'heure à Myriam Ankawa qui vous interrogera notamment sur le regard que vous portez sur les réformes portées aujourd'hui par le gouvernement. Et puis Edwige Chevrillon avec qui vous parlerez d'économie. Mais d'abord, ce congrès qui se tient en ce moment même à Lille. Marine Le Pen s'exprimera dans 2 heures maintenant. Vous vous étiez associé avec elle dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Est-ce que vous recommenceriez aujourd'hui? Oui, parce qu'il y avait un choix à faire et que les millions de Français qui étaient appelés aux urnes devaient faire un choix. Et moi, en tant que candidat à la présidentielle au premier tour, défendant un programme patriotique, je pensais qu'il n'était pas digne de se dérober. On ne peut pas vouloir être président de la République et puis au soir du premier tour, se laver les mains du destin du pays et ne pas choisir. J'ai fait mon choix. Et ce qui n'a pas été compris, parce que je le sais que ça n'a pas été compris toujours. Non mais je finis ma phrase. Ce qui n'a pas été compris, c'est que le choix n'a pas été expliqué suffisamment, et notamment cette inflexion du programme que j'avais négocié, j'ai mis 5 jours. Moi, je ne suis pas comme M. Fillon, qui avait rallié M. Macron au bout d'un quart d'heure. Libre à lui d'ailleurs. Mais moi, j'avais fait une négociation. Et notamment, il y avait un programme, déjà l'ébauche du programme commun, dont je rêve à terme, avec les Républicains aussi. L'ébauche d'un programme commun pour infléchir la ligne du front. Mais et ça n'a pas été dit. Et pardonnez-moi, Madame Apolline Malherbe. Un petit tour et puis s'en va. C'est-à-dire qu'on se demande un peu quelle est la suite. Ce qui n'a pas été dit... Enfin, ce qui a été dit, c'était d'abord une hystérie collective, une caricature. On a fait croire aux Français que je devenais Front National. On a fait croire aux Français que c'était une sorte d'adhésion. Non, c'était une négociation. Je restais libre, indépendant, avec mon parti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de Français aujourd'hui nous rejoignent, parce qu'ils ont vu que j'avais pris mes responsabilités, que je ne changeais pas, je suis un gaulliste humaniste, républicain, mais en revanche, que je ne veux pas que le piège de François Mitterrand, qui consiste à diviser la droite pour qu'une gauche minoritaire gouverne, perdure. Et je maintiens mon cap. Je suis convaincu que les 10 500 000 électeurs qui ont voté au second tour Marine Le Pen, je suis convaincu que les millions d'électeurs qui n'ont pas voulu voter pour elle, mais qui n'étaient pas pour Macron, attendent de la part des leaders de droite, de Laurent Wauquiez, de moi-même, de Marine Le Pen, l'union sur un beau programme commun, sérieux, crédible. Ça veut dire un changement du côté du Front National. Ça veut dire un changement du côté des Républicains. Ça veut dire une capacité à rassembler. Et si on ne le fait pas, moi je le dis à ceux qui me regardent aujourd'hui, notamment à ceux de droite, eh bien on assistera à Macron, Mélenchon, dominant la vie politique française, et on assistera à la fin des valeurs que nous défendons. Est-ce qu'il change vraiment? Change vraiment. Justement, c'est l'enjeu des prochaines années. Mais vous avez le sentiment aujourd'hui, en tout cas, qu'il y a une sincérité dans la volonté de changement? Je pense, pour la connaître, que Madame Le Pen a une volonté réelle de changement et qu'elle n'est pas la caricature. C'est pas juste une question de nom. Non, qu'elle n'est pas la caricature. Pour autant, moi, je suis pas Front National et je ne serai pas. Parce que je suis différent. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas Front National? Non, mais c'est important d'exprimer. Tout mon parcours politique. dont vous vous dites ça, c'est non. Bah, écoutez, vous le savez très bien. Tout propos et toute tendance xénophobe, je ne supporte pas. Et ça reste l'ADN du Front National pour vous aujourd'hui? Non, je ne crois pas, même s'il y a eu, comme par exemple ce week-end, des choses lamentables. Alors arrêtons-nous un instant, parce que sinon les téléspectateurs ne savent pas de quoi vous parlez. J'imagine que vous évoquez les propos qui auraient été tenus par l'assistant parlementaire de Marine Le Pen dans un bar à Lille hier. Il a traité, je veux juste que les choses soient précises, il aurait traité, encore une fois il nie, mais il aurait traité le vigile d'un bar de, je cite, sale nègre et singe. Vous dites ça c'est... Enfin attendez, vous me connaissez. Pour vous c'est abominable, c'est le mot que vous venez d'utiliser. Mais je dis aussi que les millions d'électeurs et des milliers de militants du Front National ne sont pas ça. Et ce sont de vrais patriotes. Et je veux sortir du piège du corner politique, ces millions de Français qui veulent que la France survive, que la France défende ses valeurs. Et je sais, pour rencontrer les électeurs républicains tous les jours, les électeurs Debout la France et les électeurs chrétiens-démocrates, les électeurs du Front National, qu'ils veulent que face à Macron,
qui est en train de détruire le pays de manière subtile et dangereuse, qu'il y ait un jour une belle alternative politique. Et cette belle alternative politique, vous savez, j'ai commencé à la construire avec Philippe Séguin. J'ai toujours été un homme libre, vous le savez, mais je suis convaincu qu'on peut, sur un programme sérieux, crédible, changer les choses. Et je veux amener à la victoire, non mais je vais plus loin, je veux amener à la victoire les millions de Français qui ne veulent pas subir la politique d'aujourd'hui et qui savent qu'il y a une autre politique possible. Mais vous dites, et c'est pas l'affaire simplement du Front National, c'est l'affaire de tous les Français qui vont se prendre en main. Sauf que cette question de l'alliance, vous dites tout cela en fonction du changement véritable ou non du Front National. Quand vous entendez Steve Bannon, qui était donc l'invité de Marine Le Pen hier pendant ce congrès, qui lance à la foule, il vous appelle raciste, il vous appelle xénophobe, mais laissez-vous appeler raciste, laissez-vous appeler xénophobe, portez-le en étendard. Le fait d'avoir fait en quelque sorte de la victoire de Trump avec ce côté à la fois provocateur, assumé. Si vous voulez que je parle que du Front National aujourd'hui, il fallait inviter quelqu'un du Front National. Vous inquiétez pas, ils seront là aussi ce soir. Je ne suis pas Front National. En l'occurrence, moi, la question, mon modèle, c'est Madame de Malherbe, est-ce qu'ils sont en train de changer pour vous? Mon modèle, c'est pas Trump. Mon modèle, c'est De Gaulle. Donc vous n'auriez pas invité Steve Bannon? Non, mais c'est le choix du Front National. Et si on était tous pareils, ça serait pas, je serais pas debout la France. Ça serait pas une alliance, quoi. Ça serait pas une alliance. Quand M. Macron a réuni des européistes et des mondialistes de gauche et de droite, il a réuni des gens différents. Quand M. Mélenchon a réuni des communistes et des écologistes, ils ne pensaient pas la même chose. Moi, je dis très clairement que si on veut sortir la France de la crise, si on veut résoudre les problèmes de chômage, d'immigration, de sécurité, d'emploi, de services publics, lutter contre l'abandon des territoires, il faut qu'on s'élève, qu'on dépasse les clivages, qu'on rassemble nos électorats. C'est un long chemin, Apolline de Malherbe. Mais je vois, et je suis positif parce que je vois M. Wauquiez changer dans ses paroles. Vous avez le sentiment, et quitter justement, les centristes. Alors, et je vois Mme Le Pen regardons évoluer. de l'autre côté. Oui. Quand vous dites je vois que des deux commun côtés, pourrait ça se faire des deux côtés, oui. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que je vous pose la même question que par rapport à Marine Le Pen, est-ce que vous avez le sentiment que Laurent Wauquiez est en train de changer? Quand vous dites il change, c'est sur quel propos? Alors je vais vous dire très franchement. Et vous vous réunissez sur quel point? Eh bien je vais vous dire, il change par exemple sur l'Europe. Il a écrit un livre sur l'Europe qui reprend tout ce que je dis depuis 15 ans. Lors des dernières européennes, en effet. Bravo. Il a changé sur la sécurité, sur l'immigration. Maintenant, il ne va pas au bout. Mais ces électeurs... Ce serait quoi aller au bout? Aller au bout, c'est assumer justement un dialogue avec moi, assumer un dialogue avec, pourquoi pas, un Front National rénové qui évolue aussi. Moi, je veux être un accoucheur de coalition. Ça se passe en Italie, ça se passe en Autriche. Si on veut sauver la France... Vous saluez les élections, le résultat des élections de dimanche dernier? Si on veut sauver la France, il faut un programme sérieux avec des personnalités irréprochables. Je suis convaincu qu'on peut y arriver. Et je vais vous dire, ça sera un chemin difficile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Mais quand je vois M. Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui dit que j'ai raison... Qui demande une alliance, effectivement, entre Laurent Wauquiez et Marine Le Pen. Quand je vois Nicolas Dhuicq, ancien député de l'Aube, républicain qui a rejoint Debout la France. Quand je vois ici même Yasmine Benzelmat, conseiller régional Front National qui a rejoint Debout la France. Et qui vous a accompagné sur ce plateau. Je précise que votre plateau est entièrement féminin aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, puisque vous avez choisi de venir avec votre équipe composée de femmes pour la semaine de la journée de la femme. Oui, qui ne devrait pas être une journée, tant il y a de chemin à faire et tant, en tout cas à Debout la France, on a des femmes extraordinairement courageuse. Et je veux changer la politique, pas seulement sur le projet, parce que je veux un programme commun, mais je veux des gens irréprochables, des gens à qui les Français fassent confiance. Parce que la com pour la com de Macron, ça va passer. Et vous savez, Macron n'est fort aujourd'hui que de nos faiblesses. Et c'est pour ça que je veux changer la politique française, petit à petit. C'est pour ça que je suis opiniâtre. Vous dites, je veux proposer ce programme commun. Alors certes, il y a quelques voix, vous le disiez, comme Thierry Mariani, qui s'élèvent et qui portent à peu près la même volonté que vous. Mais vous avez écrit une lettre à Laurent Wauquiez, c'était le 23 février dernier. Vous avez appelé votre lettre « Monsieur Wauquiez, assez de bullshit ». D'abord, est-ce qu'il vous a répondu? Non, je le regrette. Mais est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est un peu le problème, non? Mais non, c'est pas le problème, parce que ces électeurs vont nous répondre. Parce qu'avec les amoureux de la France, vous savez, on a créé avec Jean-Frédéric Poisson un site internet, Les Amoureux de la France, pour accoucher de ce programme avec commun. un appel à proposition de la part des Français. 1 500 000. Vous faites un peu votre Macron là-dessus. Eh bien, très bien, c'est la sur la démarche. 1 500 000 contributions, 1 500 000. Les électeurs de M. Wauquiez vont l'obliger un jour à changer de sa posture, parce que M. Wauquiez ne gagnera pas seul.
Madame Le Pen, elle ne gagnera pas seule. Monsieur Dupont-Aignan, il ne gagnera pas seul. Est-ce qu'on veut sauver la France? Est-ce qu'on est d'accord sur l'essentiel? Oui. Sur le contrôle de l'immigration, on est d'accord. Sur la sécurité, on est d'accord. On va en parler, j'espère, parce que j'ai entendu Madame Belloubet avant de venir, avec le respect que je dois au garde des Sceaux, c'était effrayant. Sur le produire français, c'est-à-dire les PME, sur le refus de l'assistanat, les abus de l'assistanat, sur la défense des territoires locaux. Mais on est d'accord là-dessus. Alors on va laisser gouverner Macron avec une folie politique. On va laisser Mélenchon s'emparer du débat politique. Et nous, on va disparaître avec nos millions d'électeurs parce que chacun sa boutique. Vous savez, De Gaulle disait les petits feux sur les petites soupes sur les petits feux. Les petites soupes sur les petits feux. Alors, moi, j'ai pas envie de parler de la petite soupe du Front National. Vous proposez une grosse marmite, quoi, en fait. Je propose une coalition, c'est-à-dire ce qui nous rapproche, on le met ensemble parce qu'on veut sauver notre pays. Et parce que les Français, dans quelques mois, dans quelques années, vont en avoir assez de la com, pour la com de Macron, et ils vont vouloir une alternative. Et si nous ne sommes pas capables de proposer cette alternative, eh bien alors le pays, il va s'effondrer. La prochaine échéance, ce sont les européennes. Oui. Un point sur lequel, vous le disiez à l'instant, vous estimez être d'accord, porter à peu près la même vision. Est-ce que vous estimez qu'il y aurait matière à faire carrément une liste commune éventuelle avec le Front National et peut-être même les Républicains? J'aimerais que le travail que j'ai entamé avec d'autres porte ses fruits aux européennes. Je ferai la proposition, je l'espère, un jour, le temps venu, mais que si nous sommes d'accord sur un projet, parce que je ne veux pas de la politique. Pardon, vous n'avez pas fini votre phrase. Vous ferez la proposition d'une politique, d'une liste commune. Je travaille avec mes équipes et avec d'autres, Jean-Frédéric Poisson, Thierry Mariani et d'autres, sur un projet. Parce que la politique française meurt, crève du bullshit dont parlait Monsieur Wauquiez. Un instant là-dessus, est-ce que vous reprenez son mot? Ça m'a choqué, oui. Parce que moi, j'ai jamais fait de bullshit sur les plateaux télévisés. D'accord. J'ai toujours dit ce que je pensais. Donc c'est ma différence. Vous estimez que quand il dit j'assume, il assume pas grand-chose en fait. Non, pas assez. Et je lui dis, on peut pas parler sur des thèmes fortement si on a des alliances avec le MoDem qui soutient Macron. Il y a un moment, il faudra que les Républicains sortent de leurs ambiguïtés. Mais je sais que les électeurs républicains, il y a ceux qui aiment Macron, ils iront soutenir Macron. Et puis il y a ceux qui veulent une alternative patriotique, républicaine, digne, forte, avec des gens compétents. Parce que c'est ça l'enjeu. Moi, je veux tirer les leçons de la défaite de 2017. Je voudrais qu'on revienne précisément à cette échéance sérieux des européennes. Oui. Vous dites, au fond, pourquoi pas une liste commune, mais vous n'en êtes pas encore là. On en est loin encore parce qu'il faut d'abord s'entendre sur le projet. Je prends un exemple très clair. Les Français ne veulent pas de la sortie de l'euro. Alors arrêtons, mettons-nous d'accord sur un programme monétaire sérieux. Ce que vous voulez dire, c'est que par exemple, quand le Front National a cette question en suspens sur l'avenir de l'euro, est-ce que véritablement ils veulent sortir de l'euro ou pas et en Il faire faudra un qu'ils tranchent. En tout cas, moi, là-dessus, vous dites, je proposerai des choses et concrètes. En fonction de ça, je ferai une liste commune avec eux ou pas? C'est pas la question simplement du Front National, c'est la question des Républicains qui aiment la France, qui veulent une France indépendante, une Europe des nations libres, des projets européens, parce que je ne suis pas anti-européen. Je veux une Europe gaulliste, des projets et des nations. Je veux en finir avec l'Union européenne qui nous tue à petit feu. Et ça sera un des grands débats de l'année 2019. Le président de la République a au moins le mérite de la cohérence. Il est fédéraliste. Il veut une Europe totalement intégrée, qui fait disparaître les nations. Moi, je veux une Europe des nations. C'est un vrai choix. Il y aura un grand débat politique, je l'espère, dans le pays. Le moment n'est pas venu. Il faut s'y préparer. Un dernier mot avant d'accueillir Myriam Ankawa sur Mayotte. Laurent Wauquiez rentre de Mayotte, qui est bloqué depuis un certain nombre de jours désormais. Il propose de changer la méthode d'acquisition de la nationalité et de restreindre le droit du sol pour, dit-il, lutter contre l'immigration clandestine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je vois que M. Wauquiez me copie, puisque pendant l'élection présidentielle, il a dû voter pour moi secrètement au premier tour, puisque pendant l'élection présidentielle, moi j'ai été à Mayotte, je n'ai pas attendu les drames de Mayotte, et j'ai proposé exactement la même mesure. Mais au-delà de cette affaire du droit du sol, qu'il faut supprimer bien sûr à Mayotte, il y a la question scandaleuse du sous-investissement de l'État quand vous pensez qu'à Mayotte, il n'y a pas d'eau potable. Que la France, 6e puissance mondiale, a fait la départementalisation mais n'est pas capable d'investir 10 millions pour un réservoir d'eau. J'ai été à Mayotte, je connais bien ce territoire, c'est indigne.
Et l'idée que je me fais de la République, c'est justement que tous les citoyens de la République doivent avoir le même service public. Où qu'il soit. Merci Nicolas Dupont-Aignan. On accueille tout de suite Myriam Ankawa. Rebonjour Myriam. Le regard de Nicolas Dupont-Aignan sur la politique actuelle du gouvernement. Oui, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. On va revenir sur le fond des réformes du président de la République. Mais d'abord, une question sur le rythme effréné d'Emmanuel Macron. À chaque jour, sa réforme ou presque, ça ne va pas s'arrêter, ni dans le mois prochain, ni dans les 3 prochains mois, a dit Emmanuel Macron depuis l'Inde. Est-ce que ça va trop vite selon vous? C'est pas la question d'aller trop vite. Si ces réformes allaient dans le bon sens, pourquoi pas? Le problème, c'est que c'est un feu d'artifice de communication. C'est le roi de la com. C'est le roi de la fake news, d'ailleurs aussi, c'est la fausse nouvelle. C'est le roi de la communication. Mais vous lui faites gré quand même d'agir sur tous les fronts. Les chantiers sont ouverts dans tout le pays. Mais agir partout, si c'est pour faire des trous, ça fait un gigantesque chantier. Ça fait croire à l'opinion qu'il se passe quelque chose. Mais si à la fin, les Français sont plus malheureux, si à la fin, le pouvoir d'achat, et on va en parler, j'espère, est réduit, si l'emploi ne s'améliore pas vraiment, si l'insécurité progresse et si l'immigration est de plus en plus forte, ça veut dire quoi? En fait, vraiment, Emmanuel Macron est un grand stratège politique. Il a du talent de communication. Mais vous savez, les Français, ils ont la vraie vie, ils vivent au quotidien et ils souffrent de plus en plus, à l'exception peut-être des 3000 familles qui ont payé la campagne de Macron et qui sont récompensées. Un mot. Et on en parlera parce que cette année, il faut que les Français quand même sachent qu'il y a 5 milliards d'impôts supplémentaires sur les Français et qu'il y a 5 milliards de moins pour 3000 familles qui se voient remerciées. Je trouve ça indigne. On va parler fiscalité, pouvoir d'achat avec Edwige Chevrillon. Un mot tout de même encore sur ce rapport au temps. Emmanuel Macron et le gouvernement veut réduire le droit d'amendement. Vous êtes député depuis 20 ans, 1997. Franchement, il n'y a pas un peu de temps perdu dans ce débat parlementaire à l'Assemblée? Vous savez, le Parlement français est le Parlement des démocraties occidentales qui a le moins de pouvoir. Je suis gaulliste, mais je pense qu'on a été trop loin. Et j'ai toujours demandé que le Parlement reprenne un peu de vigueur. Donc supprimer le droit d'amendement par poids politique en fonction des groupes, c'est une honte absolue. C'est une honte de le supprimer. Bien sûr. Nous ne sommes pas membres d'un groupe. D'ailleurs, moi, je ne suis pas membre d'un groupe. Je ne suis pas un poulet qu'on élève en batterie, dans un élevage. Et je crois à l'élection comme un lien entre le peuple et un élu. Mais alors et le droit d'amendement, d'ailleurs même le président de Rugy est hostile à cette mesure folle. C'est quoi, du césarisme? Vous êtes gaulliste pourtant, c'est la Ve République. La Ve République, ne l'oubliez pas, c'est beaucoup de pouvoir au président de la République, mais c'était le référendum. Et le général de Gaulle est parti sur un référendum perdu. Or là, il n'y a plus de référendum. Alors, attention, sur la réforme institutionnelle, soyons précis. Allons-y, la réforme constitutionnelle. Moi, j'essaye d'être sérieux. Il y a des mesures, je suis favorable. Proportionnelle. Je les ai proposées moi-même. Quoi, j'ai proposé 10, 20%? J'ai proposé 10% de proportionnel. J'ai proposé réduire le nombre de députés d'un tiers, de nombre de sénateurs d'un tiers, supprimer le Conseil économique et social, parce que je ne sais pas à quoi il sert. Tout ça, vous êtes d'accord avec moi. Et je le dis, et le non-cumul dans le temps, vous qui êtes le non-cumul dans le temps, pourquoi 1997. Pourquoi pas? Donc, moi, je ne vais pas faire d'opposition stupide, et je ne suis pas là pour défendre les privilèges des élus. Vous voterez donc la réforme constitutionnelle? Ces mesures-là, je les voterai à bras ouverts. Et je dis, pourquoi pas un référendum? Et je regrette que les Républicains défendent les petites soupes des élus. Et la Corse? En revanche, en revanche, je vais un peu plus loin. Je ne voudrais pas que cette réforme institutionnelle soit à l'heure. Souvenez-vous, Emmanuel Macron était d'accord avec moi pendant la présidentielle, où j'étais d'accord avec lui, soyons modestes, pour la suppression, pour le casier judiciaire vierge exigé pour tout candidat aux élections. Et puis, quand il y a eu le débat à l'Assemblée, il a reculé. Alors moi, je ne voudrais pas que cette réforme institutionnelle, elle n'aille que sur la réduction du nombre de parlementaires. Je veux qu'on aille plus loin. Et je propose 3 mesures. Le vote blanc. Il faut reconnaître le vote blanc. Et quand le vote blanc est supérieur à 50%, il faut annuler l'élection. Le référendum d'initiative populaire, comme en Suisse, comme en Italie, où des Français, 500 000, 1 million, pourraient exiger un référendum. Ça existe déjà, mais ce n'est pas suffisant. Oui, mais il y a un verrou des parlementaires et du groupe majoritaire. Donc et la ça troisième sert à rien. proposition? Et la troisième proposition, c'est bien sûr qu'il y ait un référendum sur l'Europe. Parce que M. Macron, il fait des consultations citoyennes. Le Frexit pour ou contre rester dans l'Europe? Mais un référendum sur, par exemple, le CETA.
L'accord sur le libre-échange qu'Emmanuel Macron avait promis de corriger et qui n'a pas corrigé, qui va ruiner notre agriculture, notre alimentation, notre santé publique. Donc, vous voyez, le problème de Macron, c'est que c'est le roi de l'enfumage. C'est-à-dire qu'il prend de bonnes mesures parfois. Moi, je ne vais pas le dire qu'il n'y a pas de bonnes mesures parfois, ce serait stupide. Mais en revanche, si c'est pour ensuite ne pas avoir de référendum, avoir le CETA en douce, c'est dangereux. Et je dis aux Français, gardez les yeux ouverts. Moi, à Debout la France, nous sommes dans une opposition forte, mais lucide. Et très rapidement sur la Corse, vous êtes prêt à voir inscrire la Corse je vais vous dire pourquoi. Dans la Constitution? Parce que je comprends le besoin des Corses de voir reconnaître leur identité, et j'aime la Corse, et il y a une identité corse. Mais que les nationalistes corses déjà utilisent les compétences qu'ils ont, elles sont nombreuses, et puis si on le fait pour la Corse, après il faudra faire pour le Pays Basque, pour l'Alsace, pour la Bretagne. C'est une boîte de Pandore, donc vous estimez fini. qu'il ne faut pas l'ouvrir. Mais de grâce, il n'y a pas assez de problèmes à résoudre en France pour en ajouter d'autres. De grâce, oui, il faut maintenant l'unité de la République, il faut des mesures pour la Corse sur l'identité corse, ça ne me gêne pas, mais en revanche, il faut l'unité du territoire, la langue française. On entend en tout cas vos points de convergence sur la dimension institutionnelle. Pas la réforme pénale, vous disiez que vous aviez écouté la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Finalement, dites-vous. Le sens de la peine, on exécute en prison jusqu'au bout les longues peines. En revanche, les petites peines de moins d'un mois, on trouve des sanctions alternatives à la prison. Écoutez, je ne veux pas être désagréable, mais je connais mieux les prisons que la garde des Sceaux. C'est curieux. Pourquoi ? Parce que je pense que la garde des Sceaux reste place Vendôme dans ses palais, qu'elle n'est jamais sortie voir des surveillants pénitentiaires, qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans ces prisons. D'ailleurs, la preuve... Elle était encore à Fresnes et à Agen cette semaine. Écoutez, elle n'en tire pas les bonnes leçons, parce qu'elle installe le téléphone dans les cellules, les prisonniers français, les délinquants, les trafiquants de drogue vont avoir le téléphone dans les cellules. Ils existent déjà, les portables dans les prisons, si je puis me permettre. Pourquoi ils existent? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne fouille plus les détenus. Parce que les surveillants pénitentiaires n'ont plus le droit de fouiller les détenus de manière systématique. Les prisons françaises sont une pétaudière. Et plutôt que de nous casser les pieds avec des réformes, d'ailleurs on n'en a rien compris tout à l'heure, j'ai écouté l'intervention, il faut rétablir l'ordre en prison. Il faut construire des places, 40 000. Parce que le vrai problème... Ce sera uniquement 7 000, finalement. Oui, mais ça veut dire que 7 000, ça ne permet même pas... Ça coûte combien, 40 000? 5 milliards, 1 milliard par an, c'est chiffré. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais la sécurité des Français, elle coûte très cher, l'insécurité des Français. Vous savez, 7000 places, ça ne permet même pas d'offrir une cellule individuelle à chaque prisonnier, compte tenu du retard. Donc, ce qu'a dit Mme Belloubet n'est pas sérieux. Et nous avons à Debout la France un vrai programme. Votre proposition Et j'ai une proposition choc. Je veux qu'on développe le travail en prison et je veux que les prisonniers payent leur hébergement. Comme aux États-Unis. Par leur travail ? Par leur travail. Est-ce que vous trouvez normal qu'un retraité qui est hospitalisé ou un Français qui est hospitalisé, qui est au SMIC, paye le forfait hospitalier que le gouvernement a augmenté. 20 € par jour pour, entre nous, manger de la merde dans les plateaux repas qu'on sert dans les hôpitaux. Pour vous, la prison est un logement comme un autre. J'estime que des trafiquants de drogue qui ont des biens, j'estime que ceux qui ont violé la loi, que ceux qui ont violé des personnes, doivent payer leur hébergement. Et j'estime que quand un retraité à l'hôpital est obligé de payer 20 € son hébergement et qu'un délinquant est hébergé gratuitement à la télé, va avoir le téléphone. Enfin, c'est pas l'hôtel non plus. C'est pas loin de l'hôtel aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est inacceptable. Et les détenus, le plus souvent, n'ont pas de revenus. Ça existe, cette situation. Bien évidemment. Et ils travailleront en prison. Parce que je veux qu'il y ait du travail en prison. Je voyais un gardien de prison hier. Ah, eh bien, il faudra la rendre constitutionnelle. Ça existe aux États-Unis, je ne vois pas pourquoi ça n'existera pas en France. Je voyais un gardien de prison hier. J'étais au Havre, une réunion des militants. Et un gardien de prison me disait qu'il avait fait 5 jours d'accompagnement pour un stage de voile pour des prisonniers. Mais c'est ahurissant. Si les Français savaient ce qui se passe dans nos prisons. Madame Belloubet est hors sol. Il faut qu'elle atterrisse. Il nous reste une poignée de secondes. C'est la colonie de vacances, quoi, quand vous parlez de... Non, il y a des conditions désastreuses en prison parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Il faut de la réinsertion. Mais je veux de la réinsertion par le travail et pas par la colonie de vacances et pas par des sorties prématurées. Et qu'ils payent eux-mêmes. Toute petite question. Et qu'ils payent un forfait pour la nourriture. En quelques secondes, il paraît que votre nouveau conseiller s'appelle Patrick Buisson. Il aurait quitté Wauquiez. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est totalement faux. Je respecte Patrick Buisson. J'ai lu son livre, qui est un très bon livre. Je le vois de temps en temps, mais ce n'est pas mon conseiller. Est-ce qu'il imagine cette union des patriotes que vous souhaitez autour de vous pour 2022? Oh là là. Alors, je vais vous dire. En 2013, est-ce que vous imaginiez, vous allez me répondre sincèrement, mesdames, que M. Macron serait le candidat victorieux de 2017? Non. Pas une personne en France le pensait.
Alors, moi, justement, je dis à Madame Le Pen, je dis à Monsieur Wauquiez, je dis à tous les autres, arrêtez votre culte, comment dire, personne ne sait qui sera candidat en 2021. En revanche, moi, je sais que si on n'unifie pas les gens et qu'on n'a pas un programme sérieux, les Français nous mettront de côté. Et comme on aurait été mis de côté en 2017, j'ai pas envie de recommencer. À propos de livres, puisque effectivement Patrick Buisson, vous disiez que vous aviez apprécié son livre, est-ce que vous avez lu celui de Jean-Marie Le Pen? Non. Ça vous intéresse pas? Non, parce que mes parents ont été résistants. Et si vous voulez dire que la Seconde Guerre mondiale et que Pétain a été pour un gaulliste, c'est une abomination. Pourtant, il se vend très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ce succès de librairie? Jean-Marie Le Pen est une personnalité qui a marqué l'histoire politique du pays. Je ne partage en rien sa vision des choses. Je sais que sa fille est profondément différente de lui. Et justement, je suis convaincu que nous avons changé de période historique et qu'il faut préparer l'avenir, point. Et qu'il y a des millions d'électeurs Front National, républicains, Debout la France, qui peuvent s'entendre. Dans un instant, on accueille Edith.